Bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce vidéo Tech Hour de mars. Aujourd'hui, on a Marie-Josée, Basile et Yann Léon qui vont nous présenter le sujet suivant, la symbiose QA et front-end, deux mondes, une seule famille. Si vous avez des questions, comme d'habitude, n'hésitez pas à les poser, on y répondra à la fin du talk. Eh bien, bonjour à tous, merci de regarder ce Tech Hour. Comme si bien dit par Jade juste avant, il aura le thème de la QA et du front-end et comment ces deux entités s'aident et s'entraînent pour pouvoir développer de la meilleure manière des logiciels, entre autres. Donc, je ne suis pas tout seul pour ce Tech Hour, comme il a dit, je suis aussi accompagné de ma collègue MJ. Tu peux te présenter. Oui, bonjour, moi c'est MJ. J'ai commencé de travailler à Visio depuis 4 ans exactement aujourd'hui. J'ai commencé en stage à Mans, suivi de mon alternance en M2, où j'ai travaillé sur tout ce qui est développement back-end. Et quand j'ai commencé à travailler en CDI, j'ai commencé à prendre des missions QA, où j'ai travaillé en utilisant Cypress pour développer des tests automatisés API et end-to-end. Yann. Et donc, moi, je me présente maintenant. Donc, je m'appelle Yann Léon, je suis ingénieur logiciel diplômé de Polytechnique Sofia en 2022. Et depuis, je suis ingénieur front, mais aussi un peu back, notamment avec des spécialités sur quelques bibliothèques telles que Vue.js ou React. Euh, mais je fais aussi un peu de back s'il faut. On va commencer par des petites définitions. Je vais définir c'est quoi QA, Quality Assurance ou assurance qualité. C'est un processus qui garantit que le logiciel, l'application ou le produit qu'on est en train de tester répondent aux exigences et fonctionnent correctement avant leur mise en production. Ça permet de détecter les bugs avant que ça affecte des utilisateurs. Ça améliore la qualité et la fiabilité du produit et ça optimise l'expérience utilisateur en évitant des erreurs. Un cycle de vie d'un testeur consiste à 6 étapes. Au début, c'est le cadrage ou analyse de test, où on peut ici trouver notre premier bug à cause des petites erreurs d'inattention lors d'écriture du nuage, par exemple. Il est important d'impliquer le testeur à cette phase pour s'assurer que tout est clair, tout est lisible et d'un point de vue fonctionnel et critères d'acceptance, tout est atteignable. Dans l'étape 2, il y a la planification des tests. On définit la stratégie qu'on va appliquer et quelle approche qu'on va prendre, si ça va être des tests automatisés ou manuels, par exemple. Dans la troisième étape, la conception, c'est dans cette phase où on détermine les conditions et les outils nécessaires pour tester. Une fois que c'est fait, on implémente nos tests sur les outils demandés, choisis, et on développe ici nos scénarios. Après ça, on va les exécuter et on génère des rapports de tests qui vont servir dans l'étape 6, la clôture des tests. On collecte les activités de ces tests, on a les rapports et tous les bugs qu'on a pu relever vont passer dans le backlog. Donc, on a fait une petite définition de la partie QA, vu qu'on va parler de la deuxième grande partie aussi de ce Tech Hour, donc le front-end. Le rôle du développeur front-end, c'est de venir afficher à l'utilisateur tout ce dont il a besoin pour communiquer avec le logiciel, donc l'afficher et permettre à l'utilisateur d'interagir avec. C'est les deux parties qu'on voit dans les deux premières parties, la partie UI UX. La partie UI, donc c'est vraiment l'interface, c'est ce que va voir l'utilisateur, la manière dont les choses sont disposées. Et la partie UX, ça va être comment il va interagir, comment les choses vont se dérouler dans le logiciel. Donc ça, c'est le rôle du développeur front, c'est de venir développer ces expériences-là. On va parler aussi un petit peu donc d'autres notions en plus qui sont la responsabilité du front-end. La partie accessibilité, c'est que les deux précédentes parties soient réalisées pour la plupart des utilisateurs pour le plus possible, avec des options pour des handicaps, etc. Et la partie performance, c'est intimement lié aux deux premières parties, parce que c'est vraiment fait partie de l'expérience utilisateur. Si le logiciel met du temps à démarrer ou du temps à s'exécuter, ça impacte l'expérience utilisateur. Et enfin, une partie importante du travail du front-end, c'est d'être un pont avec le back-end. Le back-end, ce qui va être derrière, va venir stocker les données. Et donc, notre but, c'est d'aller d'afficher ou même modifier ces données à travers l'interface logicielle.
Donc pour ce Taken Hour, nous avons décidé de vous présenter les différentes parties de la symbiose QA et Front-End au travers d'une application qu'on a développée spécialement pour ce Taken Hour. On va donc passer par les différentes étapes différentes étapes classiques du développement d'une application. On va commencer par la conception et définition du besoin, ensuite le développement de la partie à la fois front et à la fois des tests par la QA. Ensuite, l'assurance qualité, ça va être les retours qui sont faits par la QA sur le développement. L'amélioration continue, on va évoquer un petit peu tout ce qui est fait après la partie du développement et ce qui est fait pour maintenir le code au meilleur niveau possible. Et on va faire une petite passe sur la documentation utilisateur, qui est donc l'étape finale, montrer à l'utilisateur comment réaliser les différentes étapes qui ont été définies au tout début du projet. Donc le logiciel qu'on a décidé de développer pour ce Taken Hour, c'est le suivant, c'est ce qu'un peu ce client nous a demandé de faire, c'est de réaliser un équivalent à un grand mur de post-it, où chaque utilisateur pourra venir coller ou retirer des post-it qui soient visibles par tout le monde. Donc niveau interface, l'idée ce serait que chaque utilisateur derrière le site puisse ajouter ses petits post-it, tout le monde puisse les voir et les supprimer. On peut le voir sur les interfaces qui ont été dessinées. L'idée principale, c'est qu'on puisse rentrer un texte, ici test, et que le post-it apparaisse et qu'il puisse être supprimé par l'utilisateur qui l'a créé. Sur le post-it, les informations que le client a besoin et l'utilisateur qui a créé le post-it, le texte qu'il contient et la date. Donc on va partir sur ce logiciel-là. De cette application, on a pu tirer 3 US ou User Stories importantes. On va se focaliser sur la première pour cette présentation, pour l'ajout d'un post-it. Ici, on veut, dans cette User Story, tant qu'utilisateur, je veux pouvoir ajouter un post-it qui va être rapidement ajouté comme tâche et partagé entre l'équipe. Pour les critères d'acceptance, on veut que l'utilisateur peut saisir un texte, ajouter un post-it, qui soit créé sans être obligé de recharger la page et qu'il apparaît sur tous les dashboards des gens connectés sur cette application. Les critères d'acceptance guident à la fois le développement et les tests. C'est les développeurs front-end qui s'assurent de la fonctionnalité qui correspondent à ces critères et que la QA écrit ces scénarios basés sur ça pour assurer aussi que le respect de ces mêmes critères. On peut aussi définir les valider pour s'assurer que la compréhension est commune des besoins entre développeurs, QA et PO, éviter les écarts entre la fonctionnalité développée et les tests écrits, et gagner du temps en réduisant les allers-retours à cause des incompréhensions. Donc une fois que cette partie-là de définition est faite entre le QA, le front-end et même d'autres membres de l'équipe, pensez PO back-end, on va commencer un petit peu le développement. Donc au niveau de la stack technologique de ce qui a été fait pour notre application, on a une base de données qui est en Postgres qui va venir communiquer, enfin qui va être intégrée avec un back-end en Node.js qui va communiquer avec le front. La partie intéressante ici, c'est que normalement, dans l'ordre d'une application, la dernière étape, c'est l'utilisateur qui va venir interagir avec le front. Ici, on a une partie en plus, on a la partie QA, qui est en réalité comme un utilisateur, mais qui va venir interagir de manière automatisée grâce à des outils spécifiques. Pour la partie QA, on va juste simuler le comportement d'un utilisateur final de cette application. Dans ce projet-là, on va juste tester les fonctionnalités avec l'UI de l'application. Il y a quand même des interactions avec le back en tâches background. Les tâches background, c'est des tâches qu'on va être obligé de faire, qui vont servir à avoir une base de données clean, tout en s'assurant qu'on a des prérequis corrects avant le lancement de chaque scénario. Ça va se développer sur Cypress en utilisant Cucumber. Donc on va faire une passe rapide sur cette partie-là et on arrive directement à la partie l'application développée. Donc on vous met une petite démonstration des capacités. L'utilisateur peut venir se connecter à travers l'interface.
et il arrive ensuite sur cette page, qui est donc la page de création, un peu comme sur les maquettes qui avaient été dessinées rapidement par le client. Il peut venir rajouter un nouveau post-it ici, on voit bien que sur le post-it qu'il a rajouté, on a le nom de l'utilisateur qui s'est connecté, là, donc c'est moi en particulier, le texte qu'il a écrit, c'est-à-dire test, et la date et l'heure à laquelle il est venu créer ce post-it. Une fois que ça c'est fait, l'utilisateur peut aussi aller supprimer un autre post-it qui a déjà été créé, si c'est son propre post-it. Et enfin, on va pouvoir venir se déconnecter. Donc pour le développeur front, on a déjà répondu à les demandes qui étaient réalisées, et on est passé un peu rapidement sur les critères d'acceptance et tout ce qui a été pu réaliser. Donc on va ensuite permettre à la QA d'aller venir essayer ça comme un utilisateur. Pour la partie des tests, ça s'affiche, ok. On a utilisé Cypress parce que j'ai l'habitude de travailler sur ça. Ça fait 3 ans que j'utilise Cypress sur les missions sur lesquelles je travaille. C'est un logiciel qui permet de faire des tests end-to-end et des tests API. Il permet d'effectuer des tests dans un navigateur quelconque, Safari, pas Safari, Chrome, Edge, Firefox ou en headless avec Electron sur Cypress. Il permet d'écrire des tests en langage humain en utilisant Gherkin. C'est facile à installer, on n'a pas besoin d'avoir une configuration complexe et ça s'exécute rapidement et on a des tests directement dans un navigateur. C'est des tests end-to-end fiables où on a moins de faux positifs que d'autres outils. Et ça sert aussi à faire des débogages efficaces où on peut vraiment voir les commandes en temps réel et voir exactement où notre test, notre scénario casse. Je vais vous présenter ici le scénario add post-it écrit en Gherkin. Gherkin, c'est un langage de spécification qui est utilisé pour écrire des scénarios en langage naturel. Ça peut être écrit en anglais, en français ou dans n'importe quel langage souhaité. Ça permet d'avoir une lisibilité grâce à ça. Et c'est une manière standard utilisée pour avoir une structure claire et simple qui suit la logique given when then dans le scénario. De plus, ces scénarios Gherkin développés permettent les scénarios d'être associés à un test automatisé. Ici, dans le projet, au début, on s'assure qu'on est sur la page de login. Une fois que c'est fait, on se connecte, on remplit les champs username, password pour se connecter et on clique sur le bouton login. Une fois que c'est fait, on est redirigé à la page de homepage. Une fois qu'on est à la page homepage, on s'assure qu'on a le message d'accueil où c'est écrit bienvenue avec le nom de l'utilisateur MJ. Là, on s'assure que c'est écrit en uppercase. Et juste après, on s'assure que le champ create a new post-it, il apparaît correctement sur la page. Une fois que c'est fait, on peut aussi s'assurer qu'on a les 3 post-it de base qui étaient dans notre base de données. Et on crée ici notre post-it avec le message QA Cypress Note. Ça va dans la fonction côté JavaScript, on va clear le champ, taper notre message et cliquer sur le bouton Add Post-it. Après, on va s'assurer que le post-it qu'on vient de créer contient le message QA Cypress Note et que ça a été créé par l'auteur MJ. Ça va appeler la fonction Verify Post-it qui elle-même va s'assurer que le content contient le message correct, que l'auteur est bien celui qu'on avait précisé, que la date aussi suit le bon format et elle est correcte. Et une fois que le post-it est créé, on s'assure qu'on a 4 post-it maintenant et non pas juste 3. Et on log out. Quand on log out, je n'ai pas mis la fonction ici, mais on va login avec le compte de Yann. Une fois que c'est fait, on s'assure que Yann, il a le post-it créé maintenant par Marie-Josée sur son board. Et tout ça, ça va donner ce cas test. Comme on peut voir ici, l'exécution du test a pris que 5 secondes.
On peut remettre la vidéo. On peut pas remettre la vidéo en rapide, mais on peut clairement voir les étapes dans le navigateur en face et chaque étape qui se passe à côté grâce à Cypress. Voilà. Pour la partie assurance qualité, on peut avoir des retours. Il y a eu des retours immédiats. Par exemple, j'avais besoin de tester des post-it précis et pour que je puisse vérifier leur contenu et tester son comportement. Et vu que chaque post-it est unique, il doit être traité à part. Et c'est ici où j'ai dû demander au front d'ajouter des data CI. Les data CI dans Cypress sont des attributs personnalisés utilisés dans cet outil pour cibler des éléments lors des tests automatisés. Utiliser ces data CI, ça rend les tests Cypress plus robustes et faciles à maintenir. Ça permet d'avoir une stabilité. Comme ça, on ne se base pas sur les noms des classes, sur l'ID ou sur des sélecteurs CSS complexes. C'est clair et c'est lisible. C'est indépendant du code. Avec ou sans data CI, le projet va fonctionner pareil. Et ça permet d'avoir une meilleure collaboration QA et front. Ça définit une convention claire entre dev et testeur et ça permet de repérer facilement les éléments clés à tester. Donc, sur ce cas de figure, on a donc la QA qui nous demande de rajouter des data CI sur notre composant. On pourrait traiter cette demande comme une demande isolée et juste aller venir rajouter les data CI aux endroits qui est demandé. Ici, la QA demande à pouvoir sélectionner les post-it de manière différente. On a une div avec un vFor, on pourrait le mettre à ce moment-là. Mais on peut aussi aller essayer de réfléchir un peu plus loin et remarquer un peu un côté un peu bizarre, c'est que la QA va nous dire j'ai besoin de sélectionner les post-it, c'est des éléments différents, mais nous, on les traite dans la même page. Ici, ce qui avait été fait par le front-end, c'est que dans le composant en point vue, il y avait tout le code et juste on bouclait sur une div. Donc, en regardant un peu plus, au lieu de juste mettre ce data CI, on voit que chaque post-it, c'est un peu déjà un bloc autonome avec ses propres données. Et on peut en voir une opportunité d'amélioration. On va pouvoir extraire le post-it dans son propre composant. Donc, c'est ce qui est fait ensuite comme réponse par le front-end, en plus de rajouter les data CI. Ce que ça va apporter, c'est de l'encapsulation et du découplage. Par l'encapsulation, je veux dire quand on extrait les post-it dans leur propre composant, donc post-it.vue ici, on va définir clairement ce qu'est un post-it avec donc son propre template, sa propre gestion des événements. Ici, on passe une fonction delete post-it, mais on peut imaginer que chacun des post-it peut avoir sa propre gestion des événements. Et surtout, on va venir faire une interface claire entre le parent, qui est donc l'ancien composant qu'on avait, qui va venir appeler ce nouveau composant à travers des props. On a réussi donc aussi à faire du découplage. Donc on va séparer le post-it du reste de la page, ce qui nous donne un code plus modulaire. Le post-it va devenir réutilisable, ce qui veut dire que si plus tard on a envie de l'utiliser dans d'autres parties de l'application, on peut juste l'appeler et passer les props et on aura à nouveau le composant qui utilisera le même code. Ça donne au total une meilleure maintenabilité et lisibilité pour les prochains développeurs. Pour le deuxième retour, on a aussi remarqué que un des 4 tests de login que j'ai développé prenait beaucoup plus de temps que les 2 autres. C'était le cas admin. Ça prenait environ 5 secondes en plus et c'était un temps de connexion anormal. Donc, c'était un truc à investiguer. Du coup, j'ai remonté ça au dev, au front. Et avec Cypress, on a pu vraiment exactement savoir quel scénario à reproduire pour avoir le temps d'exécution. Ce qui est cool avec Cypress aussi, c'est qu'on peut avoir le temps d'exécution total par feature, par scénario ou par cas d'exemple de test. Travailler en équipe entre QA et back, ça permet aussi de diagnostiquer efficacement et améliorer l'expérience utilisateur. Et ici, d'avoir un temps d'exécution anormal, c'était pas correct. C'est un signal qui nous est renvoyé par la QA. Et évidemment, le premier réflexe qu'on a en tant que développeur front, c'est de dire c'est la faute du back. Si ça ne marche pas, c'est la faute du back.
on peut venir regarder dans la console, et dans notre cas, ce n'était pas vraiment la faute du back, parce qu'on peut voir que l'appel ne prend que 800 millisecondes. On est assez loin des 6000 qui sont annoncés par la QA et qu'on peut reproduire et qu'on reproduit d'ailleurs niveau front-end. Donc, que faire à ce moment-là? À ce moment-là, on peut se poser plusieurs questions et on veut essayer d'aller investiguer. À chaque fois que ce genre de signal est remonté par la QS, c'est quelque chose à investiguer. On peut penser donc à de l'optimisation. Niveau front-end, ça veut dire on va essayer d'éviter les re-renders en masse, on va essayer de réduire la charge en règle générale, ou même niveau algorithmique, si on fait des calculs, essayer d'aller chercher la meilleure optimisation possible au niveau algorithmique. On va penser donc détection ou recherche d'anomalies. Par là, je pense à des boucles infinies ou venir exécuter du code qui ne devrait pas l'être, qui fait perdre du temps. Et enfin, donc là, on est dans un cas particulier où c'est quelque chose qui est dû que pour l'utilisateur admin. Donc, aller voir qu'est-ce qu'on fait en particulier pour cet utilisateur. Donc, chercher des données spécifiques à notre cas de test, notre cas particulier, et la communication back-end, qui est donc pas notre cas à ce moment-là, mais ça peut aussi être un problème de savoir si on prend trop de temps à récupérer les informations, par exemple, sans l'afficher à l'utilisateur. Dans notre cas ici, c'était un oubli du développeur front qui avait mis un timeout, un oubli où nous, c'est pour venir simuler le problème. En réalité, ce genre de problème peut arriver avec des cas bien plus complexes que juste un timeout qui va venir attendre la fin de 6 secondes ou 5 secondes ici. Donc c'est quelque chose qui peut prendre du temps à investiguer, mais il faut le faire car ça permet réellement d'améliorer l'expérience utilisateur. Et pour le troisième retour, on a aussi remarqué qu'il y a un problème UI et communication back-front. Ici, on a pu, quand j'ai essayé de créer un post-it vide, par exemple, le bouton il n'est pas grisé, donc l'utilisateur a la possibilité de cliquer sur ce bouton quand même, alors qu'il y a 0 message, 0 caractère dans le champ de message. L'utilisateur n'est pas notifié d'une erreur, alors qu'on peut clairement voir l'erreur dans la console. C'est un problème de communication au back-front qui permet de voir qu'il y a un problème d'échange entre les deux qui ne fonctionne pas comme attendu. Je vais lancer la vidéo. Sur Sedudo, on peut voir que lorsqu'on appuie, on a l'erreur qui est bien arrivée dans la partie réseau et que l'utilisateur n'est absolument pas informé ni d'une erreur, ni du temps de chargement. Donc on peut se demander ce qui se passe et aller essayer en boucle d'appuyer. Il n'a pas l'information. Sur ce qui est remonté ici, c'est à la fois donc, ces erreurs de communication, c'est aussi quelque chose qui n'a pas été prévu de tester par le front. Ça peut être un problème qui est encore avant au niveau de la mise en place des cryptaires, par exemple, qui ne couvrait pas l'ensemble des fonctionnalités. Et cette remarque de la QS, ce retour, peut apporter plusieurs pistes de réflexion. C'est un peu plus complexe que juste aller essayer de récupérer et fixer le code. Ici, on va venir s'interroger sur comment informer l'utilisateur d'une erreur potentielle, l'afficher avec des toasts, l'afficher avec une pop-up ou juste un message en particulier. Dans notre cas, on a décidé de le faire avec un petit message qui va lui dire pourquoi ça n'a pas marché. Ici, le post-it ne peut pas être vide. Mais ces pistes de réflexion peuvent aller encore plus loin. Est-ce qu'on montre à l'utilisateur des erreurs en particulier? Quelle erreur en particulier? Quel code d'erreur est montré? Quel code d'erreur n'est pas montré? Donc ici, on a choisi de venir faire une amélioration d'interface. Donc ce retour de la QA peut venir aller améliorer l'interface et surtout améliorer l'expérience utilisateur et en évitant de passer à côté de critères qui sont pourtant importants pour lui. Donc, en conclusion de cette partie, on va en faire un tout petit bilan, histoire de dire tout ce que les retours QA peuvent apporter au code front. C'est qu'une partie, évidemment, de ce qu'on a pu vous montrer ici. On peut parler donc de tout ce qui est les bugs fonctionnels, c'est la première chose à laquelle on pense, évidemment. Des choses qui n'auraient pas été vues pendant le dev ou encore pas imaginées durant la phase de conception. On a vu qu'on pouvait même aller plus loin et interpréter certains retours comme des problèmes d'architecture, des problèmes d'architecture fondamentaux de notre code et venir l'améliorer pour une meilleure maintenabilité.
En règle générale, c'est beaucoup de défauts d'expérience utilisateur. Vu que la QA va venir simuler le comportement d'un utilisateur, c'est pas mal de choses qui vont être remontées. On a aussi parlé donc de petits problèmes de performance, notamment sur notre cas d'admin, avec la partie, tout ce qui est Cypress qui peut rapidement nous donner des temps d'exécution, on peut repérer des anomalies à ce niveau-là. Pour la partie suivante, on n'a pas mis ça dans nos projets, mais c'est important dans n'importe quelle application de mettre des pipelines CI/CD. C'est quoi une pipeline CI/CD? C'est un processus automatisé qui va gérer les étapes du dev, le build, les tests et le déploiement. Ça permet une intégration et une livraison continue. Ça sert à détecter rapidement des erreurs et éviter les régressions, automatiser des tests, dont les tests end-to-end, pour garantir la stabilité du code. Et ça facilite aussi le déploiement en évitant les actions manuelles qui peuvent être risquées. Les pipelines CI/CD se déclenchent automatiquement à chaque modification du code ou à une heure fixe. Par exemple, durant la nuit ou le matin avant que les employés commencent à travailler. Comme ça, on a des résultats de tous nos tests qui peuvent être lourds juste avant de commencer notre journée. Ça exécute une série de tâches définies, comme les tests unitaires, des tests d'intégration, le build, le déploiement et les tests end-to-end. Ici, une fois qu'on lance par exemple les tests end-to-end, on peut voir qu'on a 11 tests, on a 10 qui passent et il y en a un qui fail, et on peut clairement voir que c'était un des 2 cas de tests qu'on a dans Add Post-it. Dans le même rapport, on peut voir que c'est le deuxième cas de test développé c'est le deuxième scénario qui casse dans cette feature à cause ça n'arrive pas à trouver l'élément qui contient le message d'erreur. En plus, une fois qu'on a un cas de test qui fail, il y a un screenshot qui va être pris au moment de l'erreur et une vidéo du scénario complet va être enregistrée pour l'analyse après. Ici, j'ai juste mis le screenshot. On peut voir que à cette étape-là exactement de l'écran, quand on essaye de cliquer sur le bouton Add Post-it, il y a le data CI auth error qui n'est pas trouvé, contenant le message Post-it cannot be empty qui apparaît pas. Et donc pour la dernière partie, on va une petite partie d'ouverture sur la documentation utilisateur. En réalité, on a vu que les scénarios qui étaient créés par la QA étaient très proches du contexte utilisateur. On est proche du langage parlé, du langage réel, et on va décrire exactement ce qui est demandé à un utilisateur pour réaliser des tâches. Donc le cas de Add Post-it, comme on a vu en début de présentation, tout est décrit très précisément. De plus, comme on a vu aussi et qu'on peut voir sur le diaporama, Cypress crée des vidéos de ce scénario. Certes, les vidéos créées par Cypress sont très très accélérées et donc très rapides. On peut venir les ralentir pour essayer de définir exactement ce qui est réalisé. Et donc, on peut venir penser qu'on pourrait utiliser ces différentes parties pour venir afficher à un utilisateur ce qu'il doit faire exactement pour réaliser les tâches dont il a besoin. Une documentation utilisateur. Pour ce fait, on a imaginé un petit script qui allait venir récupérer les features qui ont été créées par la QA et venir les afficher donc, dans un format Markdown qui peut être ensuite converti en PDF, etc. C'est pour montrer la capacité de convertir ces informations directement en documentation utilisateur. On peut voir que rapidement, on peut utiliser et avoir donc, les différentes étapes à réaliser par l'utilisateur pour créer la tâche, pour pouvoir rajouter un post-it. À la suite, on peut même rajouter les vidéos réalisées par Cypress. En conclusion, on peut voir au final que le front apporte plein de trucs à la QA, dont des composants testables et accessibles, l'utilisation des data CI qui sont clairs pour une sélection fiable dans les tests est importante et qui rend la tâche des QA plus facile grâce à l'équipe du front-end. Il y a le respect des critères d'acceptance qui est important pour que le développement soit aligné avec les besoins métiers et pour éviter les écarts. Et la garantie de non-régression. La vérification des nouvelles features
normalement, chaque fois qu'on ajoute une nouvelle feature, avoir des pipelines qui tournent avec des tests end-to-end nous garantit que le développement de ces nouvelles features ne vont pas causer des problèmes et des bugs dans un ancien code qui était déjà développé précédemment. C'est des choses qu'on doit faire attention en fournissant du code pour la partie QA, mais la partie QA, comme on a vu, apporte aussi beaucoup au front-end. On a pu parler d'amélioration d'architecture, notamment sur l'encapsulation, le découplage de composants. On a évidemment toute cette partie qui est détection proactive de problèmes. On va venir identifier des bugs auxquels on n'aurait pas vu, des erreurs inattendues. Ça arrive, on est tous humains, ou encore des comportements qu'on n'aurait pas prévus. Et enfin, on a aussi cette partie optimisation de performance avec une mise en lumière des ralentissements qui vont venir impacter toute l'expérience utilisateur. Notre Tech Hour portait beaucoup sur cette partie-là, QA Front-end. En réalité, la symbiose va être sur tous les éléments qui participent à la création de logiciels. On a pu l'évoquer un petit peu. On a aussi, lors de la création des critères d'acceptance, par exemple, une coopération qui doit être faite entre les PO, le front-end, la QA, le back-end, pour bien définir les attentes avec les différentes stacks techniques en tête. Et donc en réalité, c'est tous ces éléments qui font partie de la symbiose pour le développement logiciel. On vous remercie de nous avoir suivis et écoutés pour ce Tech Hour. On espère que ça vous a plu. On a mis le QR code pour le projet qui est sur GitHub, qui contient la partie développée pour le back-end, le front-end et le développement fait pour la QA. Il y a le lien aussi si besoin. N'hésitez pas à nous demander des questions. Merci. Du coup, en effet, n'hésitez pas si vous avez des questions. En attendant que vous ayez le temps de les poser, je vais prendre le temps de remercier MJ et Yann, et puis Marion à la régie, ainsi que Jérémy. Et pour le prochain Visio Tech Hour qui aura lieu en avril, ce sera autour de .NET Aspire. Il sera en 2 parties, et la première partie, elle abordera la simplification de l'environnement de développement local. Voilà, donc si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser pour que Yann et MJ puissent y répondre. Une fois n'est pas coutume, je pense que quand je vais dire: «Bah, c'est bon, il y a pas de questions», donc on s'arrête, il va y en avoir une qui va pop, donc on va attendre encore 1 minute. On peut, en attendant, si on peut détailler ce qui est présent et ce qu'on a rendu accessible justement sur la page, sur le GitHub. Donc comme MJ a expliqué, donc on a le front, le back avec les instructions pour les lancer. Et dans la partie QA, il y aura donc tous les tests. Et on a aussi mis à disposition le petit logiciel de script qui est exécuté en Node.js pour réaliser une documentation donc en MD à partir des différents points features. Donc tout ça est accessible sur le lien. Pour les tests développés sur Cypress, on a fait plus que les 3 scénarios, plus que les 3 user stories qu'on a présentés aujourd'hui. Comme ça, on peut voir différents types de tests qu'on peut développer, par exemple pour la partie login, register d'un nouveau compte, la partie de suppression des post-it en ayant le rôle utilisateur ou en ayant le rôle admin, qui a la possibilité de supprimer tous les post-it présents sur le dashboard, et des tests add post-it qui sont les nominal case et les cas plus complexes. Voilà. Vu qu'il n'y a pas de questions, je propose qu'on s'arrête là. Merci encore MJ et Yann, en tout cas. Merci beaucoup. Merci à tout le monde d'avoir suivi. Et puis au mois prochain pour le .NET Aspire.